Saison 2 de Monologue. On continue d'écouter ce qui se passe dans nos têtes et cette fois, on part à la rencontre de personnes qui font bouger les lignes et qui font bouger le monde. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Je pense beaucoup au futur, mais sans que ce futur soit trop angoissant. En fait, j'ai envie j'aimerais être un enchanteur du futur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Ludo Dujardin, qui n'est autre que le cofondateur de Petit Bambou, l'application de méditation et de respiration. Elle est disponible en 6 langues, utilisée par plus de 11 millions de personnes dans 190 pays. On connaît l'appli, ses méditations, ses cycles sur le stress, le sommeil, les émotions, mais qu'en est-il de l'homme derrière tout ça ? Même dans le tumulte de l'adolescence, il y a une question de fierté, il y avait évidemment de l'angoisse sur qu'est-ce que va devenir ce punk, ce grunge. Il y avait de l'angoisse de ça, mais il reste vivait en eux une fierté de qui j'étais. Et donc voilà, donc ça j'ai coché la case, je suis libéré de ce poids. Alors pour cette interview, j'ai décidé d'utiliser les différents thèmes abordés dans l'application Petit Bambou, mais sur lui, comme un miroir inversé. On va parler de son mental, de ce qu'il met en mouvement, de comment il se parle quand ça va pas, bref, de ce que ça fait d'être lui. Bienvenue dans cette nouvelle plongée intime. Bonjour Ludo. Bonjour. Tu es prêt ? Ouais, j'espère. Ton introduction me laisse penser que je dois beaucoup parler de moi, donc il faut que je me connecte à cette énergie-là. Mais je suis ravi de faire ça. Eh bien, on est parti alors et on commence par le thème mental de l'application. Donc la petite voix dans la tête, comment elle fonctionne, où elle traîne, ce qu'elle fabrique. Tu dirais que tu passes le plus clair de ton temps mental dans le passé, le présent ou le futur ? Oh, un peu d'étroit. Et ce concept de présent est déjà assez compliqué parce que le présent, dès qu'on y pense, en fait, il est déjà dans le passé. Donc, C'est pas faux. donc, donc penser au présent, c'est tout un exercice. Euh, En fait, ça dépend des périodes de ma vie. Je pense que je pense beaucoup au futur, mais sans que ce futur soit trop angoissant. En fait, j'ai envie j'aimerais être un enchanteur du futur, Mhm. de pouvoir réenchanter tout ce que je peux réenchanter dans mon futur et dans le futur des gens qui me connaissent et puis plus largement dans le futur global. Le, mais évidemment, on vit avec son passé. Donc le passé, c'est ce qui nous façonne, c'est ce qui nous construit, c'est nos joies, nos traumas, et donc du coup, essayer de ramener tout ce qui appartient au passé dans le présent pour, j'ai presque envie de dire pour l'embrasser, son passé. Euh, donc ça fait que de temps en temps, je vis dans le passé. Voilà. Mhm. Et ta petite voix dans la tête, quand elle est là, c'est quoi son activité préférée ? Elle est plutôt à analyser, rêver, râler, organiser ? Rêver. Presque uniquement rêver. Elle très peu organisée. Je suis pas quelqu'un de très organisé. Donc heureusement que j'ai des gens dans l'équipe de Petit Bambou qui compensent cette non capacité à organiser. Donc je suis assez rêveur. Et puis j'aime bien ce thème de rêve parce qu'en fait on avait des rêves enfants, on a toujours des rêves adultes et on peut avoir tendance, je trouve, en tout cas moi, je peux avoir tendance peut-être à pas leur laisser beaucoup de place. Et cette notion de rêve, elle est chouette parce que rêver n'est pas projeter, c'est projeter. C'est-à-dire qu'on peut avoir des rêves qu'on avait quand on avait 10 ans et qu'on n'a pas réalisé, et c'est pas très grave en fait. Il veut dire plein de choses de nous, il veut dire plein de choses de qui on était, et puis en même temps, savoir qu'on n'a plus envie de réaliser le rêve qu'on avait avant, en fait, est tout à fait OK. Mhm. Donc en fait, j'aime pas trop cette notion quand on dit mais à quoi tu rêvais enfant et ce serait bien que tu le réalises. Il y a plein de rêves que j'avais enfant qui pourraient être des rêves complètement incongrus. Mhm. Je sais pas, de devenir footballeur professionnel alors que je n'ai jamais joué au foot.
parce que je rêvais devant Platini, je suis français quand j'ai, Mhm. voilà, mais, et donc, je trouve que ces rêves, ils sont chouettes parce qu'ils permettent de nous reconnecter justement à cet enfant qu'on était. Et puis, je trouve que c'est une vie sans rêve, en tout cas pour moi, est assez triste. Encore une fois, je dis ça pas ça pour les autres. Je dis pour moi, moi j'ai toujours envie de rêver à plein de choses. Et puis peut-être de mettre en place des projets pour que ces rêves puissent advenir ou pas. Et puis C'est ça. laisser ces rêves vivre comme une entité Mhm. juste en tant que telle. Et si on change de thématique dans l'appli et on entre dans la maison des émotions, ton top 3 Mm. d'émotions au quotidien, ce serait quoi? Alors, évidemment, ça dépend aussi des phases de vie. Il y a des phases où on est Oui. plus, je suis plus sur Disons la tristesse. à l'heure actuelle. Euh, alors, à l'heure actuelle, c'est un mix entre des émotions dites agréables et dites désagréables. J'aime pas trop les qualifier, les émotions, mais des faciles à vivre et des plus difficiles. En ce moment, j'ai beaucoup de joie, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt Mhm. chouette. Et puis, une vie personnelle qui est un petit peu compliquée, et donc du coup, il y a pas mal de tristesse de voir justement peut-être un rêve familial que je voulais créer qui est en train de se déliter. Donc ça, c'est beaucoup de tristesse. Euh, et alors, top 3, donc j'ai dit joie, tristesse, la colère est assez absente de moi. Donc, quand je regarde dans le... peut-être un peu de nostalgie, je peux dire. Je sais pas si on peut dire ça dans les émotions, Mhm. mais j'ai un peu de nostalgie de l'innocence. Voilà, donc, mais la prédominance, c'est vraiment la joie. Mhm. Et, et ce serait quoi si on va du côté des peurs? Ce serait quoi le top 3 de tes peurs? Ah, ma peur. Ouais, en fait, ma peur, j'essaie de la transformer en opportunité. Alors, j'ai des peurs qui sont tout à fait, qui sont tout à fait basiques. J'ai le vertige, donc je suis monté sur une échelle, j'ai très peur. Mhm. Mhm. C'est pas une émotion très très présente. Le, ouais, alors plutôt que la peur, c'est plutôt une anxiété que moi je vis. C'est-à-dire que pour moi, la peur, c'est quand c'est réel. C'est-à-dire que si je passe, si je traverse une route et que j'ai pas regardé et que je vois une voiture arriver très vite, j'ai une peur. Évidemment, l'anxiété, c'est plutôt l'anxiété de ce qui pourrait advenir, mais qui Tout à n'est pas fait. là. Ouais. Et, et du coup, je suis assez anxieux pour ce qui se passe dans le monde, en fait. Euh, donc, il y a un truc qui est très géopolitique dans mon anxiété, il y a un truc qui est très écologique dans mon anxiété. Je trouve qu'on ne prend pas assez soin de là où on vit, quel que soit le degré d'ailleurs de là où on vit. On Mhm. commence par vivre dans notre corps, et je trouve qu'on ne vit pas assez soin de notre corps. On vit aussi dans notre maison, dans notre bureau, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, dans notre monde. Et donc, j'ai un peu d'anxiété, d'éco-anxiété. Mais j'essaie de transformer, en fait, enfin, ma façon de vivre avec cette anxiété, c'est d'essayer d'être dans l'action, en fait. Ouais. Et donc, de faire attention à mon corps, de faire attention à ma maison, de faire attention à mon bureau, de faire attention à mon impact écologique et de peut-être essayer d'engager les gens dans un mouvement commun, de prendre soin de là où on vit, de notre Mhm. planète. Et puisqu'on parle d'émotions, j'ai encore une petite question. Votre appli, elle accompagne aujourd'hui la vie intérieure de millions d'utilisateurs dans le monde. Comment toi, tu vis cette responsabilité? Est-ce que c'est quelque chose qui te motive, qui te passionne, ou est-ce que ça peut être parfois un peu vertigineux ou ça peut te bousculer? Les deux. Les 2. Ça me motive, ça me passionne, c'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour ça que je dédie, l'ensemble de mon temps, dédié au monde professionnel à ça. Et en même temps, alors j'essaie de mettre la responsabilité un peu plus loin de moi parce que sinon ça m'étoufferait. Et donc en fait, c'est pas moi qui m'occupe de la vie intérieure des gens, c'est des gens qui s'occupent de leur vie intérieure et qui ont choisi l'outil enfin qui ont choisi, pas que mon outil évidemment, ils font plein de choses pour s'occuper de la vie intérieure. Mais y a rien que j'aime moins que les gens qui me disent, mais vous m'avez sauvé dans ma vie ou des choses comme ça. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que je veux pas prendre Oui. cette joie ou presque, faut rester très humble en fait. Mhm. Ce sont des gens qui se sont occupés d'eux-mêmes. Et moi, mon engagement, c'est d'essayer de faire un outil qui est le plus éthique possible, qui est le plus approprié possible. Et s'ils le choisissent, encore une fois, il y a une grande part, enfin, la quasi-totale de la responsabilité de s'occuper d'eux-mêmes, Oui, oui. est à eux-mêmes. Oui. Donc finalement, mais c'est quand même une responsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, je réfléchis beaucoup au concept de solitude, parce que je trouve qu'en fait, les gens sont de plus en plus seuls. Euh, c'est attrait aussi à peut-être ce qui se passe dans ma famille.
où moi je me sens un peu seul. Mmh. Et donc du coup, et par exemple, si la méditation, si les outils qu'on propose sont une façon de légitimer une solitude dans laquelle on est en train de se développer, je trouve que je fais fausse route et je rends pas service aux gens. Donc ça, c'est une responsabilité. C'est-à-dire, c'est comment, par le développement dit personnel, hein, je peux amener les gens à avoir envie de s'engager dans un développement collectif et sociétal autour de leur. Donc ça, c'est ma Mmh. responsabilité de réussir à mettre la bonne énergie dans mon outil pour que ça invite les gens à être vraiment bien et pas Ouais. être seuls et compenser leur solitude par quelque chose. Donc Oui ça, c'est une et responsabilité. clarifier l'intention, en fait, derrière ton outil, quoi. Absolument, Oui. absolument. En fait, la mission de Petit Bambou, je l'avais formulée en disant, c'est aider les gens à réinvestir ou reconquérir, des fois j'hésite entre les deux mots, leurs espaces. Pourquoi reconquérir? Parce que je pense qu'on s'est fait un peu envahir nos espaces, Mmh. notamment par ce qu'on appelle des réseaux sociaux, qui sont très très mal nommés, ils ne sont pas sociaux. Voir des shots de dopamine sur un écran qui nous rendent addicts pour proposer de la publicité n'est pas social. Parce que je pense qu'ils nous coupent justement de nos liens, ou nous coupent de la profondeur, de la beauté de nos liens, en nous proposant un ersatz de liens. Bref, et mon intention, j'ajoute maintenant à cette mission, pourquoi je veux aider les gens à reconquérir leurs espaces, c'est pour qu'ils redeviennent des enchanteurs du monde. C'est pour qu'il y ait de la place en eux pour l'amour, pour la connexion à la beauté, pour la connexion au lien à l'autre, pour la connexion au lien au vivant, qu'ils deviennent, mon rêve, ce serait que chacun de nous puisse redevenir réenchanteur de sa propre vie, de la vie de nos proches, de la vie des gens autour de nous, de la vie des moins proches, et puis de réenchanteur de notre monde. Petite escale à présent dans la zone relation avec soi-même. Quand les choses se compliquent, ta voix intérieure, elle est plutôt amie ou ennemie? C'est dur comme choix. C'est dur comme choix parce que j'ai l'impression de faire des réponses de politique. Je dis les deux, mais je Mais non, suis il faut. désolé. Je fais Je suis exprès désolé. de Ouais, proposer des choses très clivantes, mais on peut mettre de la ouais, nuance dans la réponse. ouais. Alors, j'ai envie de dire, globalement, elle est plutôt amie. Elle est plutôt amie. Elle m'engage plutôt au mouvement, ma voix intérieure. Elle me dit, ne reste, enfin, souvent elle me dit, ne reste pas devant. Le mot qui me vient est un mot très très dur. Enfin, ne te putréfie pas dans Mhm. du négatif. Elle dit, donc le mot est fort, hein, mais c'est bon, ma voix intérieure me parle comme ça. Donc en fait, elle m'engage plutôt au mouvement. Je suis un humain comme tout le monde. Des ruminations, j'en ai. Euh, des, euh, des blessures qui reviennent comme tout le monde, des blessures qui sont Mhm. très vieilles, des blessures d'enfants, des comportements que j'aurais pas voulu avoir. Donc j'ai une voix qui parfois me juge aussi. Donc en fait, elle m'invite à l'action et de temps en temps, elle me juge. Mhm. Et en ça, je trouve que moi-même, bon, évidemment, enfin, évidemment, non, ça va sans dire, mais je te dis quand même, je pratique la méditation, évidemment. Pour moi, c'est un outil qui a comme conséquence sur moi, enfin, une pratique, pardon, qui a une conséquence sur moi qui est très positive. C'est-à-dire qu'elle Mhm. elle me permet quand même pas mal d'isoler ce que ma voix intérieure me dit. Quand je dis isoler, c'est que ça fait pas une grande salade de voix intérieure. Il y a pas du remords et de la rumination qui viennent en conflit avec l'incitation à l'action. J'arrive vraiment enfin, je crois. J'essaie du mieux que je peux et la méditation m'a aidé à ça, à bien identifier quelles sont mes pensées et peut-être en faire. J'aime bien ce mot de donner rendez-vous à des pensées à un autre moment. Ah oui. C'est-à-dire que je peux être complètement par un moment dans une tristesse et une nostalgie avec plein de pensées comme ça. Puis je dis, bon, soit je l'accueille et puis je la vis. Donc je mets une musique triste, Mhm. On y je va à pleure, fond. j'ai la voix qui chevrotte, on y va à fond, on Mhm. embrasse ça, parce qu'en fait, cette émotion et ces pensées-là, si elles existent, c'est qu'elles sont légitimes finalement pour moi, parce que c'est moi qui les crée, donc Mhm. c'est mon Mhm. cerveau qui les crée, qu'elles sont légitimes. Et puis de temps en temps, ces pensées-là, je peux leur dire, écoutez, oui, mais si on se retrouve demain à 10 heures, c'est mieux que pendant ma nuit, parce que j'ai envie de dormir. Et puis peut-être des fois laisser place justement à d'autres pensées qui sont plutôt dans qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc ce remords ou ce regret ou qui génère beaucoup de voix intérieure, euh, lui donner rendez-vous, Oui. Oui. mais pas lui laisser la place de tout le temps à n'importe quelle heure quand elle a envie d'arriver. Mhm.
Ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Et la méditation m'a aidé à ça, parce qu'avant, je comprenais, en fait, finalement, je crois que j'étais submergé par ce flot de pensée, et avec une difficulté, évidemment, à tout accueillir en même temps. Mhm. Oui, tu subis moins. Ouais, on choisit un Ouais. petit peu plus, Ouais. on est moins en réaction immédiate aux pensées, Mhm. peut-être. Enfin, on apprend à être moins en réaction immédiate aux pensées, et peut-être être plus en réponse aux pensées. Et la réponse pouvant être, écoute, et moi j'aime bien cette image-là, surtout dans le sommeil. J'ai pas trop de problèmes de sommeil, mais ça m'arrive comme tout le monde, je sais pas, de faire le bilan de ma journée quand je me couche et d'organiser ma journée du lendemain quand je me couche. En fait, Mhm. c'est pas le moment. Quand je me couche, je me couche. Enfin, je veux dire, Mhm. et puis si je peux rêver pendant la nuit, c'est mieux. Et donc dire, bah, faire le bilan de la journée d'aujourd'hui, bah, peut-être la faire demain matin finalement, pourquoi pas quand je me réveille, et puis planifier ma journée, savoir à quelle heure, je sais pas, je dois prendre le métro pour prendre mon train. Bon, ça c'est quand même pas mal pour mettre le réveil à la bonne Oui. heure. Mais une fois qu'on a mis le réveil à la bonne heure, on n'a pas besoin que cette pensée continue à nous occuper, Ouais. enfin, en tout cas, à faire marcher la CPU mentale, quoi. Mhm. Donc j'aime bien cette idée, voilà, de De pouvoir donner des accueillir ces rendez-vous. pensées, les Oui. embrasser et de leur donner rendez-vous. Mhm. Et dans une situation tendue, à quoi est-ce que tu fais appel en premier? C'est toujours le mental ou la respiration ou éventuellement ton corps et tu sais que tu dois bouger? Alors dans une situation compliquée, en premier, je maîtrise rien, comme tout le monde. Mhm. Donc je réagis comme je peux. Et assez vite, je me mets à respirer. Assez vite, je me mets à respirer. Je me dis, bon, c'est ce fameux accueil des pensées. C'est-à-dire qu'au au premier chef, bah, je les prends comme tout le monde, quoi. Et puis à un moment, quand je sens que c'est trop brouhaha et que j'arrive plus, je m'assois, je pose mes pieds au sol, je pose mes mains sur mes cuisses. Et juste, je m'autorise, mais rien, hein, mais 1 minute de respiration. Juste en comptant mes cycles respiratoires, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, j'essaye de faire 5 secondes, soit avec l'appli Petit Bambou pour arriver dans un état de cohérence cardiaque, soit sans l'appli, parce que des fois, j'ai pas envie de prendre mon téléphone, Mhm. souvent d'ailleurs. Donc mon réflexe, c'est de respirer. C'est juste Ouais. pour moi, la respiration, c'est créer cet espace c'est un outil très simple pour créer de l'espace entre le stimuli qui nous arrive, qui nous angoisse, et la réponse qu'on peut y apporter. Donc juste s'autoriser un peu de temps entre les deux. Ouais. Voilà. Et puis focaliser sur compter ses cycles respiratoires, je trouve que c'est chouette. Parce que quand on respire et qu'on a plein de pensées, on pense aux pensées. Si tout d'un coup on pense à la respiration, en fait, ça met la pensée à un deuxième plan l'espace d'1 minute et on la réaccueille 1 minute après un peu différemment. Avec un petit peu de recul. Ouais. Exactement. Allez, on attaque le matin. Petit Bambou dit qu'on peut se lever du bon pied. Alors j'aimerais savoir, pour toi, tu te réveilles frais et dispo ou il y a un petit temps de chargement quand même? Il y a un petit temps de chargement, comme tout le monde, mais souvent je me réveille frais et dispo parce que j'ai la chance de très bien dormir. J'ai vraiment jamais eu trop de problèmes de sommeil. Euh, Se lever du bon pied, elle est étonnante cette expression, c'est comme s'il y avait un mauvais pied. Mais, C'est vrai. mais, ouais, Qui mais voudrait se lever du mauvais pied? Oui. ouais, exactement. Et en fait, vous êtes un peu dans notre actualité là. Je sais pas quand sera diffusé le podcast, mais en fait, on est en train de sortir une nouvelle application. Je suis pas là pour faire de la pub, mais je Oui, rebondis oui, sur ça, vas-y. voilà, qui va s'appeler Sommeil avec Petit Bambou. Et notre intention, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens se réveillent contents, que les gens C'est kiffent beau. se réveiller. Oui. Ouais, on veut parce qu'en fait quand on y pense, c'est incroyable. On a une journée à vivre. Mhm. Si on n'avait pas ça, c'est qu'on serait mort. Ouais. C'est quand même pas souhaitable. Et on a une journée à vivre c'est comme s'il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait chaque matin. Mhm. Et si on arrive à se lever avec gourmandise, joie d'être là, tout ça, en fait, j'adorerais pouvoir aider les gens là-dedans et puis l'appliquer à moi-même, évidemment. Enfin, pas évidemment, en fait, et l'appliquer à moi-même. C'est pas si souvent les cordonniers, comme on dit, sont pas très bien chaussés. C'est le cas aussi. Ça m'amène à la question suivante à laquelle tu viens déjà de répondre, mais c'était la thématique dans l'appli qui s'appelle Sommeil serein. Et alors, de mon Ouais, point de vue, je trouvais quand même que c'est un titre très ambitieux. Il faut pas se mentir. ouais, c'est Mais ambitieux. c'est bien. Donc, je comprends que chez toi, il n'y a pas souvent bataille dans la tête avant de s'endormir, en fait. Quand tu vas dormir, tu vas Non, dormir. bon, en fait, si j'identifie, moi, ce qui m'empêche de dormir, ce sont évidemment des ruminations Mhm. ou, ou une activité cérébrale trop importante au moment où je vais me Oui. coucher, Oui. ou je suis pas assez fatigué. Mhm.
bon, j'imagine qu'il y a d'autres facteurs, mais bon, sur je pense ces trois-là, à mon avis, je quadrille à peu près la majorité de ce qui se passe. Donc, si je suis pas fatigué, ben, en fait, faut pas que j'aille me coucher. Si j'ai une activité trop cérébrale trop importante, c'est ma responsabilité, en fait. C'est-à-dire que soit c'est la façon avec laquelle j'accueille mes pensées, ou je leur laisse la place à un moment où elles devraient pas être là. Enfin, elles devraient pas être là. Enfin, encore une fois, c'est cette histoire de rendez-vous. Elles pourraient être là, mais plutôt le lendemain. Et, si j'aime, enfin, je sais plus c'est quoi le C'était troisième, les je suis perdu dans mes ruminations, le pensées. troisième. Ouais, les ruminations, c'est tout simplement, pour moi, c'est tout simplement, c'est dire, ben, ces pensées-là, on la met le lendemain, quoi. Mhm. Donc, quelques rituels avant d'aller se coucher, qui simplement, moi, la façon dont je décris ce rituel, c'est pas du tout un truc à l'heure fixe, où on a tous des rituels. Moi, je me brosse les dents avant d'aller dormir, je me brosse les Mhm. dents le matin, c'est un rituel, peu importe l'heure. Mais ce rituel, peut-être d'accueillir cette phase de la journée qui est, à mon avis, je vais dire exploitée, mais sous-valorisée, on peut dire ça, qui s'appelle le crépuscule. C'est-à-dire que nos journées ne sont pas binaires, il n'y a pas jour-nuit. En fait, il y a plein de phases, mais déjà, si on faisait une mélodie dans nos journées qui Mhm. était aube, aube, il se passe quelque chose à l'aube. On peut prendre un petit peu de temps, 5 minutes, c'est un petit rituel d'aube, s'étirer, comme le font les animaux d'ailleurs, s'accueillir dans la journée, vivre sa journée, réinviter le crépuscule. Qu'est-ce qui se passe dans le crépuscule? C'est ce moment où on doit baisser l'énergie, peut-être baisser la lumière, de s'accueillir avant d'aller dormir. Et peut-être faire justement, c'est peut-être dans ce moment du crépuscule qu'il faut faire le bilan de la journée, pas au moment où on va se coucher. Et peut-être organiser les journées du lendemain, comme ça on est libre. Donc accueillir des rituels à ces moments-là, quelle que soit l'heure. Encore une fois, hein, c'est bon, parce que maintenant avec l'électricité, on peut définir que le crépuscule commence tard. Mhm. Avant, Mhm. le crépuscule commençait quand le soleil se couchait. Maintenant, bon, on peut, voilà. Et tout ça, je pense que ça nous permet d'avoir un sommeil serein. C'est-à-dire que le moment, on est des êtres vivants, on a besoin de sommeil. Je pense que toutes les perturbations qu'on a sur notre sommeil sont des choses qu'on a invitées dans nos vies, mais qui ne sont pas naturellement en nous. Et donc remettre à leur juste place par des rituels tout ce qui nous empêche de dormir. Et puis, je pense que ça peut nous amener à un Mhm. sommeil serein. Et effectivement, c'est ambitieux parce que si je reprends par exemple les réseaux sociaux qui nous font marcher le cerveau très vite, parce que c'est plein de stimulation, qui nous envoient de la lumière bleue, si on est dans son lit en faisant ça et qu'on éteint, il y a des chances qu'on n'ait pas un sommeil serein. On ait un sommeil d'épuisement, en fait, d'épuisement intellectuel et pas forcément d'épuisement corporel, ou pas du tout de sommeil parce que notre cerveau continue à fonctionner. Donc oui, c'est très ambitieux d'aider les gens pour retrouver un sommeil serein, mais on a le droit d'avoir un peu d'ambition. Tout à fait, tout à fait. On a dit qu'on devait rêver. Exactement. Alors, on arrive aux trois derniers thèmes. Le premier sujet potentiellement sensible, gestion du temps. En tant qu'entrepreneur expérimenté, Petit Bambou étant la 7e entreprise que tu as créée, comment vis-tu Oui. ton rapport au temps de l'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrises, assez paisible, ou est-ce que c'est encore un terrain où tu te sens parfois dépassé, ou en lutte constante avec les délais et les réunions de dernière minute? Alors, le mot maîtriser son temps, je peux pas faire ça mien. Je ne maîtrise pas mon temps parce qu'effectivement, dans mon quotidien, il y a beaucoup de choses qui arrivent en dernière minute. Il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup, et comme je disais tout au début du podcast, je suis pas quelqu'un de très organisé. Le, donc le, et je dis ça comme quelque chose de définitif. Ça se travaille, évidemment. Je pourrais devenir organisé. J'ai pas dit, bon, je suis pas organisé, donc ça va pas marcher, quoi. Donc, non, je suis pas en maîtrise de mon temps. Par contre, alors, souvent, quand on parle du temps, en tout cas, les gens qui me parlent de temps, ils me parlent souvent de cette séparation de leur temps entre le temps professionnel et le temps personnel. Et dans les entrepreneurs, on dit souvent que le temps professionnel prend le pas sur le temps personnel. Donc à ça, je suis très vigilant. Et je n'aime pas trop cette séparation professionnelle personnelle, parce qu'en fait, encore une fois, ça c'est une construction mentale. Moi, j'aime bien diviser mon temps dans plein de choses, en plein de choses. Le temps créatif, le temps productif, le temps poétique, le temps. J'ai des pratiques artistiques dans ma vie, le temps que je dédie à cette création, c'est aussi le temps créatif. Et, euh, et en fait, je sens assez vite quand ça déborde d'un côté ou de l'autre. Et comme j'ai de la chance
enfin la chance, où je me suis créé l'opportunité en créant cette entreprise de pouvoir décider, en fait. Je fais très attention à ça. Et j'aime bien aussi, par exemple, la première séparation de mon temps, donc, ce qui n'est pas professionnel personnel, c'est le temps seul et le temps en lien. Le temps avec les autres et le temps seul. Et je trouve que quand on va trop dans le temps avec les autres, en fait, on finit par se sentir seul. Et donc, j'aime bien me dire que, par exemple, mon temps professionnel, c'est un temps qui est très social. Je vois plein de gens, je Oui. discute avec toi, Mmh. j'ai des collaborateurs, et c'est un temps très productif, parfois c'est un temps créatif. Il y a assez peu de temps poétique dans ces moments-là, mais ce que j'appelle poétique, c'est vraiment le temps de la rêverie, le temps c'est le temps de la part d'artiste qu'il y a en moi, c'est ce temps-là. Et, et donc, du coup, je sens assez vite quand c'est déséquilibré. C'est ça qui m'arrive. Et donc, j'ajuste. Donc, je peux pas dire que je maîtrise, parce qu'en fait, j'ajuste une fois que c'est déséquilibré. Et Ouais. ça, je sais pas si c'est la pratique de la méditation qui m'a aidé à ça ou pas, parce que j'ai l'impression que j'ai toujours été plus ou moins comme ça, mais j'ai cette capacité d'ajuster, prendre des décisions pour ajuster, et de dire bon non, là, j'ai besoin d'être seul, donc je rentre chez moi. Voilà. J'ai besoin je suis sculpteur et musicien, j'ai besoin de composer. Bon, bah, je me mets devant mon piano Mmh. et puis je compose. Et puis des fois, j'ai besoin d'être vraiment en lien avec mes enfants. Des fois, et donc, voilà, j'ai juste. Je trouve que subir le temps, c'est terrible. Ouais. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui disent qu'ils n'ont plus le temps ou qui sont surchargés, ils ont un réflexe qui est très étonnant. Ils accélèrent. C'est-à-dire que ils accélèrent pour dépiler les tâches. Mais en fait, le flux de tâches, quand on reste en réactif, parce que le flux de tâches n'arrête jamais. Dans ma vie, moi, le flux de tâches n'arrête jamais. J'ai du boulot pour 1000 ans, si Mmh. je veux. C'est ça. Et il y a pas un moment où, une fois que j'aurai dépilé toutes les tâches, je pourrais dire, souffler et Oui. dire, je suis enfin La seul. to-do Alors qu'à un moment, list, n'est jamais, n'est jamais vide. ouais, Mmh. ouais, jamais, jamais. Donc en fait, c'est ma relation au temps, c'est que quand je me sens surchargé, bah, je ralentis, en fait. Mmh. Je ralentis. Et pour ça, la pratique artistique est excellente. Enfin, enfin, pour moi, en tout cas, c'est quand je mets mes mains dans la terre et que je sculpte, la relation au temps est très, très, très différente. Ça redevient un temps poétique, ça redevient un temps seul, même si je suis dans un atelier d'artiste où il y a des gens, mais c'est quand même un temps très intérieur. Et puis, ça recharge les batteries pour aller dans ce temps social après. Et le temps social lui-même recharge les batteries pour avoir envie d'être dans le temps intérieur. Faut pas Mmh. opposer les choses, je trouve. Oui. Oui, c'est chouette parce que c'est ça, il y a l'aspect agenda de combien de choses est-ce qu'il faut mettre dans ma journée ou dans ma semaine, mais il y a surtout l'aspect ressenti, c'est ça. Et sur l'aspect Ouais. ressenti, toi, j'ai l'impression que tu es quand même assez en paix parce que tu arrives à ne pas te laisser déborder quand tu sens que ça se déséquilibre, quoi. Ah, comme tout le monde, je me laisse déborder. Mais après, ça, c'est Oui, quand est-ce qu'on répond à ce débordement? Est-ce qu'on oui. répond une fois qu'on est proche du burn-out ou est-ce qu'on répond Mhm. avant? Et j'essaye de. Moi, je suis un élève Montessori. Je sais pas si vous connaissez Oui, oui, tout à fait. ce type d'éducation. Et je pense que j'ai appris ce rapport au temps tout petit avec l'élève Montessori. Parce qu'en Montessori, on n'est jamais pressé. Ah oui, tu es allé C'est-à-dire que dans une école Montessori en primaire? ouais, primaire, maternelle et primaire. Oui. Et quand on apprend l'étape de multiplication, on peut prendre 2 jours ou 5 minutes. Ça dépend de sa capacité, enfin, ça dépend de son appétence, de son envie, il y a pas un professeur qui va dire non, il faut que tu aies terminé pour dans 1 heure, parce que le cours termine dans 1 heure. En fait. Mhm. Et en fait, donc moi, je pense que c'est très intrinsèque à moi, ça. C'est que si ça prend du temps, ça prend du temps. Si ça prend pas de temps, ça prend pas de temps. Et si je vais vite sur un sujet, bah, tant mieux, je profite. Si je vais pas vite, bah, faut prendre le temps. Et j'essaye de gérer Petit Bambou aussi de la même façon. C'est-à-dire Oui. qu'avec chacun des employés, de respecter leur relation au temps. Voilà. On va dans quelque chose de plus doux puisque l'appli propose une thématique s'offrir du positif. Quand tu dois te remonter le moral ou prendre soin de ta santé mentale, tu t'offres quoi? Est-ce que tu as une routine à ce sujet? Alors, je n'ai pas de routine à ce sujet, mais ça va rejoindre ce que je dis. En fait, Oui, tout à fait, ce que tu viens c'est vrai d'expliquer. qu'on Mhm. ouais, c'est vrai qu'on dépense beaucoup d'énergie. Tous et chacun, pas moi en premier chef. Hein, je veux dire, on dépense tous beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait parce que on est cette espèce de chemin qu'on a envie de créer avec des quêtes, des quêtes de pacification de trauma, des quêtes de réussite peut-être, des quêtes d'avoir de la fierté, de reconnaissance. Enfin, chacun a ses quêtes. Et donc du coup, ça va, enfin, on peut vraiment charger ses journées
comme c'est pas permis. Et j'ai oublié la question encore une fois. Je suis désolé, 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 C'était, désolé. est-ce que tu as une routine santé mentale? Non, pardon. Mm. Non, j'ai pas de routine santé mentale. Alors j'en ai eu parce que quand on commençait à créer Petit Bambou, je me suis astreint, le mot est pas génial, mais à méditer tous les Mhm. jours, vraiment tous les jours. Et en fait, il y a une chose qui est chouette avec la méditation, c'est que c'est presque comme si on développait une compétence dans laquelle on devient toujours débutant, mais ça m'arrive beaucoup maintenant d'inviter des moments de méditation dans mes journées, enfin plusieurs fois par jour, des micro-méditations. C'est des méditations de 2 minutes où où tout simplement j'appuie sur le bouton stop, je respire, hop, j'observe ce qui se passe dans mon fonctionnement mental, je donne ces rendez-vous, voilà. Donc en fait, j'avais cette routine-là, maintenant je l'ai plus, j'ai presque envie de dire qu'elle fait partie de moi, cette routine. Et ça vaut pour plein de choses, hein, parce que ça vaut pour la difficulté du travail. Mais bon, moi, je suis très très fan de rock and roll, donc ça m'arrive ça m'arrive beaucoup d'aller dans des concerts, voir des festivals. Mhm. Et puis de temps en temps, je ne suis pas là en fait. C'est-à-dire que je suis devant un artiste, j'écoute un concert et je suis en train de penser au boulot, à mes enfants, je suis en train de penser à 10 000 trucs. Et là, pouf, j'invite 2 minutes de respiration, 2 minutes de une sorte de méditation, de me reconnecter au présent, en disant, bah, je suis là devant ce concert, il y a un artiste qui me propose quelque chose, je me rends disponible pour ça. Donc c'est des routines que j'invite un peu partout, en Ouais, fait. ouais. Mais c'est pas, je me dis pas à heure fixe, je vais méditer, même si en fait, en vrai, j'ai envie de refaire ça. Mhm. Ça me manque cette heure fixe. Mais il faut reconnaître que je l'ai plus en ce moment. C'est ça, il y a la partie formelle et puis la partie informelle, quoi. Une fois que tu as assis une bonne pratique formelle, en fait, elle peut distiller dans ton quotidien d'une manière naturelle. Absolument. Mm. Absolument. Et je trouve que d'ailleurs, enfin, penser qu'on peut inviter la pratique informelle comme ça me semble inexact. C'est-à-dire, c'est un peu comme un sportif qui va répéter un tennisman qui va répéter son coup droit, qui va travailler, qui va regarder comment ça marche. Puis une fois que c'est intégré, en fait, il fera des coups droits sans y penser. C'est-à-dire ou en y pensant, mais ça deviendra presque automatique. Et la pratique de la méditation apporte ça, mais pour le fonctionnement enfin, pour l'observation de notre surmenage ou de notre tranquillité d'esprit. Et ça devient pas automatique, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, en tout cas, on fait des coups droits mentaux beaucoup plus facilement Oui, une fois qu'on s'est astreint au début à apprendre ça. oui, c'est une manière d'être en lien avec ce qu'on vit, quoi. Mm. Exactement. Alors, dernier chapitre, en lien avec le cycle intitulé Question d'âge. On prend un peu d'auteur. Quand tu repenses à ton enfance, ton adolescence, est-ce que tu te parlais déjà un peu comme aujourd'hui, ou est-ce que tu as conscience d'une certaine évolution dans ta vie intérieure? Euh, c'est dur comme question ça, parce qu'il faut que je me replonge dans Ouais. la voix intérieure de quand j'étais enfant. Ou ado, Le... oui, parce qu'enfant, c'est peut-être plus difficile. Ouais, oui, alors je vais dire très spontanément. Moi, la chance d'avoir une enfance super heureuse. J'étais, mais vraiment, enfin, je pense que j'étais bien, j'étais déjà un rêveur, j'avais déjà plein de projets, mais plein de choses. Donc, la voix intérieure à laquelle je peux me référer quand je repense à mon enfance, c'est plutôt une voix de gourmandise. C'est, et si on faisait ça, et si on faisait ça, et puis allez, et puis donc mon enfant intérieur quand j'étais enfant, il m'amenait à ouais ça, la gourmandise de la vie. Et je le dis, j'ai pas envie de faire le fanfaron, je le dis parce que j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu de la place à ça. En fait. J'ai eu des parents très très aimants, j'ai adoré tout ce qui était apprentissage à l'école, voilà. Mon enfant, il était gourmand de la vie. Et puis, passé l'adolescence, c'était un petit peu différent. Il est rentré en rébellion avec plein de choses. Si j'avais un rêve à l'époque, c'était de devenir Kurt Cobain. Je me suis acheté une guitare, j'ai commencé, voilà. Et il était très en rejet de plein de choses, y compris de l'amour de mes parents. Enfin bref, donc c'était assez. Si je revois ça, je crois que c'était très violent pour eux, ce que j'ai fait à l'adolescence. Et, euh, et puis, les questions d'âge, après ça, oui, on avance avec qui on est à chaque phase de sa vie. Je pense avoir soigné enfin, soigné. J'aime bien, oui, soigner une quête. Je sais pas si ça existe, ça, mais par exemple, je dis souvent que j'ai créé des entreprises pour rendre fiers mes parents. Justement, après l'adolescence, où il y a eu tout ce tumulte, enfin,
on a tous vécu des adolescences, tous des niveaux de rébellion différents, et tous tumultes. Et à un moment, j'ai eu envie de réparer ça en rendant fiers de moi mes parents. Et j'ai été leur parler il y a pas si longtemps que ça, il y a 7 8 ans, pour exprimer tout ça. Et puis ils m'ont regardé, enfin, ils ont tout à fait accueilli, ils m'ont remercié d'être venus me parler de ça. C'est vraiment des parents chouettes, pour le coup. Et puis en fait, j'ai compris qu'ils étaient fiers de moi depuis le jour de ma naissance, en fait. Même dans le tumulte de l'adolescence, il y avait une question de fierté. Il y avait évidemment de l'angoisse sur qu'est-ce que va devenir ce punk, ce grunge. Il y avait de l'angoisse de ça, mais ils vivaient en eux une fierté de qui j'étais. Et donc voilà, donc ça, j'ai coché la case. Je suis libéré de ce poids maintenant. Enfin, ce poids ou cette Mhm. quête qui, en fait, au final, était déjà aboutie avant que je m'étais créé. Donc, et puis, viennent d'autres systèmes. J'ai 50 ans près bientôt. Les gens qui parlent de la crise de la quarantaine, de la crise de la cinquantaine, l'enfant intérieur, ils parlent un petit peu différemment. Et il y a une urgence à la vie, il y a des choses comme ça, il y a des regrets peut-être qui arrivent. Je suis passé probablement, j'espère pas, mais à plus de la moitié de mon existence. J'espère pas, j'espère vivre le plus longtemps possible. Mais bon, statistiquement, a priori, quand on a 100 ans, voilà. Ou je suis à la moitié, on a qu'à dire. Oui, oui. Donc ma vie, ma voix intérieure, là, elle me pousse elle me pousse encore une fois. Mon kiff, il est dans l'action, je crois. Si je vois par exemple, si je vois que les gens s'enferment dans les solitudes sociétalement, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je peux contribuer à aider ça, qu'est-ce que je suis heureux. Mhm. Et je voudrais m'endormir au crépuscule de ma vie en me disant que je suis content d'avoir assez aimé mes proches, aimer la vie, aimer les gens et avoir contribué à quelque chose que je pense qu'il a aidé. Mhm. Le drame serait de s'endormir à la fin de sa vie en se disant merde, j'ai pas passé assez de temps à aimer ce que j'aime. Donc c'est couillon, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, il y a une étude qui était sortie là-dessus sur les grands regrets de fin de vie. C'est vraiment le plus grand regret. J'ai pas assez consacré de mon temps à aimer. Avec toutes les déclinaisons, on peut dire passer le temps avec ma famille, passer le temps. Voilà. Et moi, j'aime bien cette notion d'aimer. Et puis, quand j'ai lu cette étude, je sais plus quand, je me suis dit, bah voilà, on a le mode d'emploi, en fait. Ouais. Pour une Tout vie est dit. réussie, il faut aimer. Oui. Il faut aimer. C'est ça, c'est dédier de son temps, dédier de son énergie à aimer. Et dans le monde professionnel, ce mot-là, il ne va pas trop aimer. On n'utilise pas trop. Enfin, en tout cas, il n'est pas dans l'air du temps. Et donc, je le remplace souvent par contribuer. J'ai passé mon temps professionnel à contribuer, entre parenthèses, à quelque chose que je sens juste pour moi. Mhm. Et donc, c'est un peu un guide de vie, voilà. Oui. Du coup, tu as déjà un petit peu répondu aussi à cette dernière question, puisque là, on a vu comment c'était dans ton enfance et plus jeune. Et est-ce que tu as une vision de toi dans le futur en tant qu'entrepreneur et en tant qu'être humain? Là, je pense que, voilà, tu viens de nous dire en tout Ouais, cas ce qui était essentiel pour toi. ouais, je peux répondre un peu différent. Non, je n'ai aucune idée de comment je serai dans 10 ans ou non, mais alors aucune idée, mais vraiment aucune idée. Euh, j'ai des envies, mais je sais que la vie, en fait, n'est pas écrite, en fait. On est quand même ballotté par la vie. Mhm. Je suis devenu entrepreneur sur des, enfin, c'est multifactoriel, en fait. Il y a plein de choses qui m'ont fait que je suis devenu entrepreneur et je les ai pas du tout maîtrisées. Il y a des choses qui me sont arrivées, des rencontres à côté desquelles j'aurais pu passer. J'aime bien cette histoire aussi. Quand j'ai commencé ma carrière, je suis allé dans la Silicon Valley et je travaillais dans le même building que Google. Mais Ah Google, oui. c'était tout au début, c'était 30. Et moi, j'étais dans une autre entreprise qui était 350 personnes, qui est morte depuis. Et si j'étais rentré à la porte d'à côté ou si à la cantine, j'ai discuté avec ces gens-là, probablement, et qui m'avaient dit, bah, viens chez nous, j'aurais eu un autre destin, en fait. Et donc, en fait, la vie nous ballotte. Et je trouve qu'il y a un fil conducteur qui est qui nous sommes. C'est-à-dire que quand on a des opportunités qui nous arrivent, en fait, c'est celle qu'on choisit nous appartient. À peu près, encore qu'on peut comprendre, enfin, des fois on ne sait pas trop. Mais je ne sais pas du tout. Est-ce que je deviendrai sculpteur qui fait des expositions ou je serai encore chez Petit Bambou Ou ou, Kurt Cobain, le prochain Kurt ou Cobain. le prochain Kurt Cobain. Je pense que j'ai abandonné le rêve. C'est pour Mm. ça que j'aime bien les rêves d'enfance. On n'est pas obligé de les réaliser. Et en même temps, moi, je joue dans un groupe, je me produis de temps en temps, et donc j'ai mon petit Kurt Cobain, tout petit, mais j'ai pas du tout envie de devenir aussi boubou. Et j'ai pas envie d'avoir son destin, hein, parce que même si laisser une empreinte dans le monde musical, bah il est mort en fait. Donc moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de Oui, tout à fait. jusqu'au bout.
Oui, c'est marrant parce que tu dis que vraiment le rêve, c'est quelque chose qui t'anime beaucoup et qui te met en mouvement, mais tu le fiches pas du tout, quoi. Donc, quand il s'agit d'avoir une vision, c'est non, on verra ce qu'il y a, quoi. Donc, tu te laisses porter et te mettre en mouvement par tes rêves et tes envies, et on verra où ça nous mène, quoi. Ouais, parce que d'ailleurs, j'en ai dit des rêves, de devenir sculpteur et faire des expositions, Oui. et pourquoi pas être reconnu pour ça, ou continuer chez Petit Bambou. Ce sont deux rêves qui peut-être sont compatibles, peut-être sont incompatibles, et puis j'en ai plein d'autres, des rêves. Et donc, en fait, ouais, je trouve que c'est cette espèce d'humilité devant la vie, de savoir quelles seront mes aspirations dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pour l'instant, je laisse couler le feu de la vie en moi, et le mouvement intérieur qui m'amènera à mes décisions, aujourd'hui, il n'est pas encore là. Enfin, si, non, il est là. Je suis chez Petit Bambou. Je suis très heureux chez Petit Bambou et j'ai encore envie de contribuer à tout ça. En tout cas, ce qui me paraît à peu près sûr, mais ce qui est sûr et jamais vraiment sûr, mais c'est que j'aurais pas d'autre engagement professionnel que Petit Bambou. C'est que pour moi, c'est la mission que je sers, elle vivre en moi. L'équipe avec laquelle je sers cette mission, je les adore. Donc, je pense pas que je retrouverai quelque chose qui soit plus aligné avec moi dans le monde professionnel que ce que je suis en train de faire. Mais encore une fois, on sait pas. Peut-être que on sait pas du tout. Mais bon, ça me paraît un peu plus probable que je n'ai pas d'autres engagements professionnels que Petit Bambou que l'inverse. Et encore une fois, il faut être très humble devant ça, je pense. Eh bien, pour conclure cette belle exploration de ton univers intérieur, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais laisser à nos auditeurs à propos de cette petite voix intérieure ou plus largement de la santé mentale ou de l'expérience humaine? Ouais, oui, j'en ai plein de messages. Je vais faire un message qui va être très inspirationnel. C'est, j'ai envie de dire, consacrer du temps de votre vie à aimer. Voilà, et je suis ni politique, ni religieux, ni rien, en France, on râle beaucoup. Je suis français, on râle beaucoup. En fait, et c'est bien parce que ça met en mouvement plein de choses et tout ça, mais peut-être qu'on oublie un peu le temps d'aimer, d'être en connexion avec l'autre, de dire merci, de faites rayonner votre amour pour vous-même d'abord, et puis votre amour, enfin d'abord, je suis même pas sûr que ce soit d'abord, mais votre amour pour tout ce que vous voulez aimer. Voilà. Mon message, c'est de prendre le temps de ça. Et si vous pensez que vous n'avez pas le temps d'aimer, il est largement temps, je pense, alors pas d'utiliser Petit Bambou, mais de peut-être inviter des pratiques qui vous permettent de prendre conscience de ça. La méditation en est un, mais il y en a plein d'autres. Il y a le sport, il y a la connexion à l'art, il y en a 10 000, dans ceux qui vous conviennent, pour créer de l'espace en vous pour aimer. Eh bien, merci Ludo pour cette conversation sincère et ouverte. Merci d'avoir accepté de retourner les thèmes de Petit Bambou sur toi. Et pour vous qui écoutez, j'ai aussi envie de vous poser la question: dans quel programme vous êtes-vous aujourd'hui? Dans sommeil serein, dans gestion du temps, ou peut-être dans entrer en amitié avec soi? Alors si l'un de ces thèmes vous parle, vous touche ou pique un peu ces derniers temps, vous pouvez les retrouver dans l'application Petit Bambou ou sur le site petitbambou.com. Et qui sait, peut-être qu'un des exercices proposés tombera juste au bon moment pour vous. Alors merci encore d'avoir été là, Ludo, et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.